Précédemment, je vous ai parlé du genre Hood Movies. Ce sous-genre du film de gangster se démarque par sa façon de se concentrer sur les questions sociétales qui régissent ces mondes, où le crime est roi. Souvent dans ses œuvres, il n'est pas question de rise and fall. Comprenez une histoire qui se base sur un personnage qui part d'une classe défavorisée ou d'immigrés, qui va devenir au fil de ses crimes et délits une figure importante du milieu, jusqu'à une fin qui punit très souvent leur excès. Dans le Hood Movie, on dépeint plutôt la dure réalité des populations habitant le ghetto, et si le genre est devenu populaire à travers le gangsta rap et la culture américaine, les problèmes soulevés par ces œuvres sont, eux, universels. Regardez là. Malheureusement, la représentation parfois glorifiante de ces thugs peut jouer un rôle déterminant dans la représentation de la culture afro-américaine, et c'est un sujet à controverse, surtout dans les années 90 et plus particulièrement à Los Angeles, épicentre d'une culture marginale d'une richesse incroyable. Il me faudrait des heures pour parler entièrement de ce qui s'est joué ces années-là à cet endroit précis, entre l'affaire Rodney King où un jeune innocent s'est fait tabasser gratuitement par la police, menant à des jours d'émeutes et de violences inouïes, à O.J. Simpson, superstar du football américain à l'avenir radieux, accusé d'un double meurtre puis finalement acquitté après un procès rocambolesque et une course-poursuite sur les autoroutes de LA. Tout dans cette période de temps me passionne, et évidemment les films qui s'en inspirent aussi. Des presses de la ville qui incluent son discours social sur la communauté hispanique de LA dans une fresque épique de 3 heures, à l'hilarant Friday, écrit par un Ice Cube, alors superstar du rap qui livre une comédie sur le ghetto qui oscille entre humour stoner et message fort. Ce qui fait de toi un homme, c'est ça. C'est tout un pan du cinéma qui m'a marqué et m'influence encore de nos jours. Et si je me concentre aujourd'hui sur la West Coast et les États-Unis, c'est parce qu'en 2001, un réalisateur audacieux et 2 acteurs au talent indéniable vont participer à ce que je considère être le dernier vrai Hood Movie. Boum! Training Day raconte l'histoire de Jake Hoyt, jeune recrue de police de Los Angeles, et de son premier jour de service aux côtés du sergent-chef Alonzo Harris, un policier aguerri dont la réputation et les faits d'armes le précèdent. Le film va se dérouler sur une seule journée de patrouille dans les rues de LA, sauf que très vite on comprend qu'Alonzo ne sert pas vraiment la ville, mais plutôt son propre business. Le flic paraît très vite corrompu, et même si Jake met du temps à le réaliser, ses méthodes sont brutes, son allure de gangster est explicite, il conduit une putain de lowrider, et puis vient cette scène. Fume. Je peux pas. Oh non, te tue. Ouais, tu parles. Si j'étais un dealer, pauvre débile, tu serais sûrement mort. Refuse un joint à un dealer et le chef offrira à ta femme un drapeau plié en 4. Réfléchis, pauvre con. L'utilisation de la drogue dans Training Day est intéressante car si cela peut être vu comme étant seulement un setup payoff pour la suite du plan d'Alonzo, sur lequel on reviendra plus tard, en réalité cette scène sert aussi à imager le doute d'Hoyt durant la journée qu'on va suivre. Dans sa tête, il veut être le flic parfait, mais son corps, lui, est déjà corrompu. Cette mise en danger du héros principal vise à nous impliquer dans l'histoire, et le réalisateur utilise des filtres de couleurs et des plans en POV pour nous mettre directement dans sa peau. À partir de cette scène, notre héros qui est montré comme étant un bon flic depuis le début, va devenir un criminel, et c'est aussi la première fois qu'Alonzo va lui mentir. Poudreuse. C'est ce que je t'ai donné. C'est ce que tu viens de fumer. T'as pas remarqué? Toute la dynamique du duo est désormais très claire. Elle est basée sur le fait qu'Hoyt veut intégrer l'équipe d'Alonzo à tout prix et il fait preuve d'une confiance aveugle envers son mentor. Le sergent-chef, lui, semble suivre un agenda tout tracé et tout comme Hoyt, le spectateur va être trimballé d'un bout à l'autre de la ville durant la première heure du long métrage sans savoir réellement les enjeux de leurs actes. Une finesse d'écriture remarquable de la part du scénariste David Ayer qui distillera les informations sur Alonzo et ce qu'il se passe entre des scènes de dialogue de nos personnages. Attendez, mais je connais cet endroit! C'est Grove Street. Si, regardez. Putain, mais oui. Les geeks ne s'y tromperont pas. C'est bien Grove Street dans le jeu GTA San Andreas. Genre vraiment, regardez, c'est la même rue. Ok, mettez ça de côté, on y reviendra un peu plus tard. Interprété par Scott Glenn, Roger est un des personnages clés de Training Day. Désigné comme étant à la tête du crime organisé de Los Angeles, il est l'indique d'Alonzo et celui qui sait tout, ou presque, sur ses affaires. La scène où Hoyt est introduit à ce personnage est importante, car elle définit la relation entre Alonzo et Roger, mais aussi celle des deux partenaires. Déguisés sous une fausse complicité, la teneur de leur discussion et le jeu d'acteur ne trompent pas. Les deux se mènent une guerre froide, et ce n'est que plus tard, dans une scène où Hoyt sera présenté à l'élite de LA, que tout prendra du sens. Boum, du vent. Cette scène est cruciale, car le spectateur est mis au courant de la situation alors que Hoyt, lui, est tenu à l'écart. On sait dorénavant quelque chose que le personnage principal ignore, Alonzo est dans la merde. Les Russes se foutent que tu es un insigne. Ils te dégommeront. Faudrait que tu sautes dans un jet. Après cette révélation, le genre du long métrage évolue vers le film de braquage. On est alors impliqué émotionnellement avec les deux personnages, et c'est à ce moment précis que l'envie de voir Alonzo s'en sortir sans que rien de mal n'arrive à Hoyt naît chez le spectateur. On comprend enfin les motivations qui se cachent derrière les actes d'Alonzo, et on va le suivre lui et son équipe lors d'une perquisition musclée chez Roger. T'as 250 000 $ en main, là. Il y a plus de 4 millions là-dedans.
Dès le premier jour, tu fais une saisie de 3 millions de dollars. Bah, vous avez dit 4. Ah, taxation sans représentation, petit. Rien de gratuit en ce monde. Ça, c'est une putain de première journée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas ta part? Hein? Bah, non. Cette première tentative de corruption est un signe pour le spectateur. Hoyt refuse d'entrer dans la cabine et on se retrouve en plein dilemme moral. Sauf que le sergent-chef, lui, n'a pas le choix et rien n'empêchera l'exécution de son plan. Ah, quand on veut que les choses soient bien faites, il faut les faire soi-même. L'empathie que l'on pouvait avoir pour lui s'efface au moment même où il presse la détente, et s'il nous a resté encore un peu, c'est en impliquant la jeune recrue dans son scénario fallacieux qu'Alonzo se dévoile un véritable antagoniste. Un officier de la brigade des stupéfiants, unité de Los Angeles, vient d'être assassiné au cours d'une mission à haut risque à Echo Park. En voilà bête. La situation et les pouvoirs semblent s'inverser, sauf qu'Alonzo est un véritable maître de la manipulation, et Hoyt est en réalité impliqué depuis plus longtemps que l'on peut l'imaginer. T'as pris du PCP toute la journée, pas vrai? Hein? Tu te souviens? Vous prépariez ça depuis ce matin. Je prépare ça depuis une semaine, Jake. C'est fini, et à partir de ce moment, c'est sûr, c'est un pourri. Et merde, ouais, non. David Ayer a décidément écrit un scénario qui sait se renouveler sans cesse, car seulement quelques minutes après, un discours bouleversant d'une fulgurance de tous bords redistribue les cartes à nouveau. Roger vendait de la dope à des gosses, et le monde se passe très bien de ce genre de type. Je voyais cet enculé œuvrer en toute impunité depuis 10 ans, et j'ai eu sa tête. Je joue aux échecs, pas aux dames. Malgré la froideur de ses propos, la logique d'Alonzo est facilement compréhensible, et tout comme Hoyt, le spectateur est plus que jamais dans le doute sur sa véritable personnalité. Le film dure 2 heures, et même si cette première partie est particulièrement confuse, le rythme est lancinant, et la tension palpable entre nos protagonistes nous entraîne dans un long métrage où le spectateur est complice s'il est assez attentif aux détails laissés par Antoine Fuqua. Denzel Washington, l'acteur oscarisé pour sa performance dans Training Day, n'est plus à présenter. Débutant sa carrière avec de grands noms comme Sidney Lumet ou Richard Attenborough, c'est pourtant avec le talentueux Spike Lee que Denzel va devenir une icône à travers le rôle d'une vie. On n'a pas atterri à Plymouth Rock. Plymouth Rock nous est dégringolé dessus. Marchant sur les traces de l'illustre Sidney Poitier, son parcours est parsemé de grandes scènes dramatiques et il a su s'imposer face aux plus grands. Mais c'est bien avec Training Day que son image s'inscrit dans l'intemporalité. Sa rencontre avec Antoine Fuqua marquera un tournant dans sa carrière, le réalisateur filmant Denzel avec un style particulier à la manière de John Woo. Après le succès du long métrage, l'acteur profitera d'une image compatible avec des actionneurs bourrins et c'est avec panache qu'il est devenu en quelques années incontournable à Hollywood. Denzel a pavé la voie pour d'autres artistes tout autant fabuleux. Il introduira aux yeux du public certains des plus grands acteurs de notre génération. There are young people across this country and around the world of every color and ethnicity who are inspired and want to be like you. So what is it? What is it that inspires so many of us to try like hell to reach for that bar that you set so high? There is no Black Panther without Denzel Washington. Social, putain! Ethan Hawke est lui aussi très bon, on croit assez facilement à sa naïveté, sa dévotion totale à son métier et au fait que ça soit quelqu'un d'intègre, allant jusqu'à descendre d'une voiture à marche pour secourir une jeune fille contre la vie même de son supérieur. Il se fera défoncer, seul, sous les yeux de son mentor, juste car c'est un bon samaritain et retenez bien ça car c'est important pour la suite. L'acteur vu auparavant dans des œuvres cultes comme Le Cercle des Poètes Disparus, Gros Blanc, Bienvenue à Gattaca ou encore Before Sunrise s'en tire très bien dans le rôle de l'officier Hoyt et il arrive à être touchant en de nombreuses reprises. Mais Ethan Hawke est trop clean, son côté middle class américaine ressort trop, en résulte un aspect trop moraliste pour une partie du public dont je fais partie. Même si tout le monde semble pourri à LA, peu importe la couleur de peau et le statut social, le fait que la seule boussole morale positive soit l'équivalent du gendre parfait gêne par moments. Un défaut qui aurait pu être effacé si c'était un autre acteur prévu pourtant à la base pour ce rôle. Vous le connaissez tous, Marshall Mathers alias Eminem devait effectivement avoir le rôle d'Ethan Hawke. Alors en plus d'apporter un côté white trash à son personnage, avoir Eminem dans Training Day semble une idée parfaite sur le papier, car le long métrage accentue son côté gangsta en impliquant des figures populaires du milieu comme Snoop Dogg ou Dr. Dre dans 2 scènes du long métrage. Bref, Training Day dispose donc d'un casting qui aurait pu faire une place royale pour Slim Shady. Et j'exagère même pas car quoi qu'il en soit, en dehors des hypothèses basées sur une simple anecdote, Eminem prouvera seulement 2 ans après la sortie de Training Day qu'il est un bon acteur en incarnant Rabbit dans le cultissime 8 Mile. Et allez, ok, pour le plaisir des oreilles, un extrait. C'est au final
final, Ethan Hawke qui donne la réplique à Denzel. Le contraste entre les deux personnages donne de toute façon de la nuance sur ce sujet, et la question raciale est au final très peu abordée le long du film. Dans Training Day, il est plus question du prolétariat, l'appât du gain et ceux et celles qui vivent en dehors du système. Les voyous. S'enclenche alors le point médian du récit. Il fait nuit, Alonzo amène Hoyt voir comment il s'occupe de sa communauté, sauf que le quartier dans lequel il l'amène semble encore plus dangereux. La musique de Cypress Hill fait monter le suspense comme si on allait assister au climax du long métrage. On est alors poussé à être attentif à la moindre parole, son et regard. Alonzo laisse Jake seul avec 3 lascars le temps d'aller aux toilettes, sauf que l'on peut entendre un bruit de porte claquer, une voiture s'éloigner, et même si rien n'est à l'écran, le sound design vend la mèche avant que Hoyt le comprenne. Yo Alonso! Tu peux me rendre ça? Te panique pas. Y a rien pour toi dehors. Mais de quoi tu parles? Plus de doute possible, l'argent dans le mixeur qui revient à cet instant précis finit de nous faire comprendre. Jack a été piégé et l'histoire d'Alonzo lui est révélée. Alonzo, c'est une tête brûlée. La semaine dernière, à Las Vegas, un Ruskov se met à délirer. D'un seul coup, Alonzo pète les plombs. Il le bastonne à mort. Mais il se trouve que le Ruskov, c'est un grand ponte. Alors, Alonzo, il doit 1 million à ses fumiers. Jake comprend qu'il va se faire buter, sauf qu'il est trop tard. Il est maîtrisé, comme dans un autre classique du film de gangster. L'histoire va se régler dans une baignoire. Le plan zénital renforce ce passage tout comme la musique. La tension est à son paroxysme et on est persuadé que Jake va mourir. Attends, Smiley, minute. Je vais lui piquer son blé. Attends, essaie. Mais dépêche-toi. Heureusement, la bonne action qu'a fait Hoyt plus tôt dans le long métrage lui sauve la vie, mais métaphoriquement, le personnage est bel et bien mort. Tu sais, nous, on fait juste notre boulot, rien de plus. Tu sais ça? Ouais. Je sais. Le troisième acte nous montre un tout autre Jake. Il retourne dans la jungle urbaine et s'introduit chez la baby mama d'Alonzo, interprétée par Eva Mendes. Ils échangent des coups de feu, une poursuite s'ensuit, puis dans un ultime accident de voiture, Hoyt prend enfin le dessus, Alonzo est dos au mur et on a droit à l'un des discours les plus forts des années 2000. Je veux aller chez moi, Jake. C'est bon, donne-moi le fric, je rentre chez moi. Oui. Vous voulez rentrer chez vous? Laissez-moi rentrer chez moi. Jake lui enlève le symbole qui le protège, puis il le laisse seul, sans son argent, face à son funeste destin. Jake! Vous croyez pouvoir me faire ça à moi? On vous enverra faire une partie de basketball dans une prison de merde quand j'en aurai fini avec vous! C'est moi le patron, putain de merde! Vous reverrez jamais la lumière du jour! Vous savez à qui vous avez affaire? C'est moi la police! Et je fais la loi ici! Vous vous faites qui habiter? Allez, vous faites bien rentrer chez vous! Allez, cassez-vous, parce que je vais le buter, je vais le carboniser, ce connard! King Kong est un ringard à côté de moi! C'était Ace Modé. Attends, ça se finit pas comme ça. Ah oui, c'est vrai. Oh shit. Here we go again. Donc GTA San Andreas, jeu culte du studio Rockstar sorti en 2004 et comme tout bon GTA, inspiré grandement d'œuvres cinématographiques en tout genre. Les frères Hauser incluent aussi de réelles personnes dans leurs jeux vidéo comme les rappeurs Eazy-E ou Ice Cube pour ne citer que les plus flagrants. Mais c'est l'antagoniste principal du jeu qui nous intéresse ici, j'ai nommé cet enfoiré d'officier Tempeni. Welcome home, Carl. Glad to be back. Le bad guy du jeu est un flic ribou interprété par la légende Samuel L. Jackson. Il va mettre des bâtons dans les roues de notre héros CJ tout le long du jeu et je ne vais pas le refaire en entier. Watch out! You're gonna crash! Ah! Mais à la fin, il se crache en fourgon de pompier puis meurt dans le hood à la fameuse impasse Grove Street. See you around, officer. Alonzo Harris et l'officier Tempeni sont inspirés d'une personne bien réelle qui est à l'origine d'un des plus gros scandales policiers des États-Unis. Et promis, je fais au plus vite. Rafael Perez, né à Porto Rico, est un policier municipal de la ville de LA. Au fil des années et de ses nombreux faits d'armes glorieux, il devient en 95 un membre du Crash, une unité d'élite des forces de police de LA localisée dans le quartier de Rampart. Le scénariste de Training Day habitait d'ailleurs ce quartier malfamé, et l'agent Perez qui y patrouille régulièrement aux côtés de son partenaire David Mack devient très vite corrompu. Tenez-vous bien, parce que c'est là que ça devient dingue. David Mack est arrêté en 97 pour braquage de banque. Il avait été aidé de 2 partenaires, un chauffeur et un autre braqueur. Une fois en prison, il revendique 4 membres des Bloods, plus précisément la section MOB Pyro. Et parmi eux, on peut trouver un membre très célèbre mais aussi dangereux, l'infamous Suge Knight. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que l'inspecteur Russell Poole, qui était dès 97 sur le scandale de Rampart, et donc investigué sur les agissements de l'équipe de Rafael Perez et David Mack, est aussi l'inspecteur à l'origine de l'enquête sur l'assassinat de Tupac et Biggie. Right. Now some people say that you had Biggie murder because of Pac's murder.
Alors, Russell Poole a été de nombreuses fois critiqué par les médias. Sa dévotion sans limite à cette affaire toujours non résolue de nos jours est d'une intensité qui a semble-t-il viré à la folie. Mort d'un arrêt cardiaque dans les bureaux du shérif de Los Angeles en 2015, Russell Poole était convaincu que le scandale de Rampart était lié à l'assassinat de Biggie. Son argument principal, la voiture de David Mack utilisée lors du braquage de 97 était une Chevrolet Impala noire, c'est-à-dire l'exact même modèle vu sur les lieux du meurtre de Notorious Big. Accroché à votre fauteuil, le 25 août 1998, Rafael Perez est arrêté pour avoir volé pas moins de 8 kg de cocaïne dans les saisies même de la police. À son arrestation, il demande si c'est pour le braquage de banque, puis niera toute implication avec le crime de David Mack. Officer Perez, hands in the air. À son procès, il dévoile près de 4000 pages de témoignages sous serment accusant plus de 70 autres policiers de falsification et fabrication de preuves, mais aussi deal de drogue. Tout ça amenant à 106 décisions de justice annulées, 140 procès civils et plus de 125 millions de dollars reversés aux victimes des agissements de la brigade du crash, dont faisaient partie Kevin Gaines, David Mack et Rafael Perez, tous les trois des proches de Suge Knight. L'État de Californie et plus particulièrement la ville de Los Angeles faisait face à des mesures gouvernementales pour contrôler les agissements de sa police. La nécessité qu'il n'y ait plus de scandales associés au LAPD était donc vitale. Russell Poole soupçonnera une dissimulation des preuves de la culpabilité de Rafael Perez et David Mack sur le meurtre de Biggie de la part des plus hauts rangs de la police de LA, mais tout ça, c'est une autre histoire. C'est pour toutes ces raisons que pour moi, Training Day est le dernier Hood movie. Non seulement il a tué l'aura que pouvait avoir le mythe du thug, mais en plus il dénonce les agissements du gang le plus dangereux des États-Unis. Training Day a bien vieilli, il est culte pour toute une génération, a su marquer son époque et a imposé un nouveau standard visuellement. De plus, pour moi le long métrage a réussi à être meilleur que Scarface sur un point, celui de l'impact de sa morale sur les plus jeunes. C'était Ace Modé, à la prochaine.